Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce 64e webinaire par mon RH. Nous sommes le jeudi 22 septembre. Il est 11 heures précises et je suis Thomas Chardin, dirigeant fondateur de Parlons RH. C'est moi qui vais avoir le plaisir et l'honneur d'animer ce webinaire avec vous et pour vous ce matin sur le thème du coaching digital. Quel impact pour quel ROI? Mais ce n'est évidemment pas moi qui vais parler. On a le plaisir de recevoir un expert de cette thématique en la personne de Boris Alamic, VP France de CoachUp. Bonjour Boris. Bonjour Thomas et merci pour l'invitation. Merci d'être là. Je sais que tu es un petit peu malade légèrement et donc merci d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à nous. On verra si ça s'entend. Je pense que ça va s'entendre. Bon, alors, mais voilà, mais je te sais plein d'énergie sur cette thématique, donc je ne doute pas qu'on passe un bon moment en ta présence. Tout de suite, qu'allons-nous parler ce matin? Comme tous les webinaires par mon RH, ils sont structurés en 3 temps forts. D'une part, Boris va nous décrire le sujet, nous décrire surtout le contexte dans lequel on s'insère, dans lequel s'insère où se positionne le coaching digital. Dans un deuxième temps, on verra pourquoi c'est important et quels bénéfices on peut concrètement, factuellement, objectivement tirer du coaching digital. Et puis dans un troisième temps, tu nous décriras, si je ne m'abuse, les champs d'application du coaching digital. Par quel bout le prendre ou qu'est-ce qu'on peut en faire plus opérationnellement. Vous devez poser vos questions durant ce webinaire. Boris est là pour vous. N'hésitez pas à émettre un certain nombre de commentaires, de questions. Et vous avez une zone en bas à droite qui s'appelle questions. Donc, n'hésitez pas à les poser ici. Mais vous pouvez aussi, dès maintenant, commencer dans la boîte de chat par vous présenter à l'ensemble de l'audience présente. Votre prénom, votre fonction, votre entreprise, si vous le souhaitez. Juste, on a beau être en distanciel, le but, c'est vraiment de pouvoir échanger avec vous durant ces 45 minutes, puisqu'on arrêtera à 11h45. On essaie d'être le plus ponctuel possible. Et à l'issue de la présentation, vous pourrez la télécharger. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte à questions et à émettre un certain nombre de commentaires dans la boîte de chat. Mais Camille, qui est juste là et qui organise d'une main de maître ces webinaires, pourra éventuellement prendre vos questions qui sont dans la boîte de chat pour nous les transmettre. Voilà. Eh bien, avant de commencer par la première question, de quoi parle-t-on? Boris, est-ce que tu peux te présenter à notre audience et nous présenter CoachUp? Je peux. Merci Thomas. Donc je m'appelle Boris, je suis vice-président de CoachUp en France et donc, me concernant, donc, j'ai 39 ans et ça fait bientôt 15 ans que j'accompagne les directions des ressources humaines sur différents sujets de transformation. Voilà, donc je suis bien sûr un passionné de business, mais je suis aussi un passionné de ressources humaines et de développement. Voilà. Et puis pour te parler rapidement de CoachUp, donc effectivement, on est un acteur du coaching digital, voilà, qui accompagne les transformations des entreprises. Parce que nous, on dit souvent que avant d'être une boîte de coaching, on est avant tout un acteur de la transformation. Et tu es coach toi-même? Alors non, je ne suis pas coach, Thomas. Je ne suis pas coach et pour autant, je suis coaché déjà premièrement, et puis surtout, je suis manager et leader depuis un peu plus d'une douzaine d'années. Donc en fait, j'en bénéficie et je vois l'impact que ça a. Donc tu vois ça au quotidien. Juste, CoachUp, qu'est-ce que ça fait? Ça ubérise le coaching? Je le dis de façon un peu directe, parce que c'est peut-être aussi ce qu'on a en tête. Alors en fait, je préfère le terme de démocratise. Ubéris, c'est rarement très positif. Parce qu'on sait tout ce qu'il y a au sujet de l'ubérisation et du respect notamment des chauffeurs dans le cadre de Uber. Nous, on a quand même une attention particulière parce que dans la solution, les coachs et la communauté de coachs est un des piliers de la solution. Donc on en a 3500 partout dans le monde. Et donc tout ce qu'on fait, mais tout en souhaitant démocratiser à grande échelle pour les entreprises. Donc ce sont des vrais partenaires, c'est pas de CoachUp. Je vois que 3000, tu viens de l'évoquer, 3500 coachs certifiés. C'est quoi certifié? Certifiés, c'est-à-dire qu'ils sont certifiés des plus grandes fédérations de coaching. Donc, l'idée étant de pouvoir, dans la mise à l'échelle du coaching, il y a souvent un sujet qui est comment j'assure que partout dans le monde, quels que soient les managers et leur langue, j'assure un niveau de delivery et donc de prestation qui soit partout dans le monde. C'est pour ça qu'on travaille principalement avec l'ICF. D'accord.
Je vois qu'on a 500 clients que vous avez pas, on n'a pas encore. Je vois que CoachHub a 500 clients. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus qui sont ces clients? C'est principalement des grands comptes, je suppose? Oui, c'est 500 clients dans le monde, déjà, puisqu'on est une structure qui est mondiale. On a 14 bureaux aujourd'hui partout dans le monde. En France, c'est plutôt 200 clients pour se mettre à l'échelle de l'audience d'aujourd'hui. Et effectivement, c'est des structures, plutôt des grandes entreprises à la base, puisqu'on a plutôt vocation à accompagner des organisations qui ont beaucoup de managers. Mais aujourd'hui, la cible, ce sont des structures de plus de 500 jusqu'aux plus belles boîtes du CAC 40. On accompagne par exemple 80% des structures du CAC 40 aujourd'hui. Et tu peux nous citer quelques exemples d'entreprises qui ne sont pas celles du CAC 40, d'autres, si tu en as? Oui, c'est possible. C'est bien évidemment possible pour celles qui Parce que acceptent. parfois, il y a un degré de participer. confidentialité, etc. Je ne citerai pas celles qui refusent de l'être, mais aujourd'hui, dans les structures plutôt aux alentours de 500 salariés à 1000 salariés, notamment beaucoup d'entreprises jeunes et de forte croissance comme Payfit, comme Vodoo, comme Ecovadis, voilà, qui nous font confiance parce qu'elles ont de nombreux sujets de transformation. D'accord. Donc, des entreprises en transformation et plutôt avec un effectif managérial assez conséquent. Yes. Dernière question, pardon, je t'embête avec toutes ces questions, mais c'est pour qu'on sache à qui tout de suite dans le vif du sujet. Mais dernière question, je vois, et puis je m'appuie sur les indicateurs qui sont là, je vois 330 millions d'euros. Alors je sais que il y a eu une remise au pot, c'est le moins qu'on puisse dire, en juin de cette année, de 220 millions, non pas d'euros, mais de dollars, 220 millions, hein, je crois 2/3, en tout cas 200% de plus qui ont été rajoutés. Dans le contexte actuel, c'est quand même assez surprenant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup surpris de se dire, tiens, il y en a, ils y vont un peu tête baissée. Alors là aussi, je le dis de façon un peu directe. Comment tu expliques, toi qui es en plein dedans, cette espèce d'enthousiasme, permets-moi de le qualifier presque d'enthousiasme aveugle, dans le sens où moi, je n'ai pas tous les indicateurs, justement, et tous les éléments de réponse que tu vas nous apporter. C'est énorme, 330 millions, et surtout 220 en juin. Oui, enfin 220 en juin dans le contexte qui est le nôtre, effectivement, c'est énorme, tu as raison. Confiance aveugle, non, bien évidemment pas. C'est pour te taquiner un peu, ouais, c'est non, très bienveillant. Tu as raison, honnêtement, en fait, on est super fiers de pouvoir faire ça dans ce contexte-là. D'une, ça va nous permettre de poursuivre notre croissance à l'international, notamment dans les US, on a des fortes ambitions, et de continuer d'investir massivement dans le produit, donc la plateforme, et dans le fait d'emborder de plus en plus de coachs pour répondre aux besoins. Et surtout, en fait, c'est parce que globalement, ce que les investisseurs voient, et c'est aussi les indicateurs du marché, c'est que le marché du coaching digital est en plein boom, qu'il est loin d'avoir atteint son pic, que le pic, on le situe plutôt dans une dizaine d'années. Donc, l'appel au coaching va être multiplié. Allez, il y a certains chiffres qui annoncent fois 100 dans les 10 prochaines années. Donc, c'est énorme. Ah, et je comprends donc les rapports attendus des investisseurs et le fait que quand tu parles de démocratisation, là, effectivement, ça devient une espèce de une évidence. Une évidence, et au-delà des populations managers, de plus en plus pour les contributeurs individuels également. D'accord. Bon, voilà pour le contexte, voilà pour CoachHub. Merci encore une fois d'être là. Est-ce que tu peux nous dire justement, on vient d'évoquer le point, le contexte, dans quel contexte on se situe, dans quel contexte se situe le coaching digital? Ouais, je t'ai parlé de transformation. Des sujets de transformation, il y en a plein. Il y en a toujours des nouveaux. D'ailleurs, on ne s'y attend pas toujours. Le Covid a été un bon exemple de ça. Aujourd'hui, il y a 5 grands défis qui sont subis par les entreprises. Je ne vous la cite pas, mais effectivement, il y a les sujets de transformation digitale, tous les changements culturels, les fusions-acquisitions. Donc, en fait, voilà, tous ces sujets-là font que les entreprises subissent ces sujets-là. Et aujourd'hui, en plus, il y a le petit bonus. Donc, on a cité un qui est la grande démission. On voit celui qui arrive aussi, qui est le quiet quitting. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que de la capacité des entreprises à traverser ces bouleversements majeurs, il y aura un impact fort sur un des grands sujets aussi, qui est celui des talents. Donc, la guerre des talents qu'on voit tous dans nos entreprises. Donc, comment on fait pour les acquérir, mais surtout comment on fait pour les retenir, parce qu'une fois qu'ils sont à la maison, c'est un peu dommage qu'ils partent, et ça coûte cher à retenir. Donc, c'est ça le sujet aujourd'hui qu'on peut accompagner, sachant que là, on va publier une étude, on sera ravis de vous partager le lien, mais celle qui était en référence, effectivement, sur les coaching trends, en fait, c'est quoi l'appel au coaching, pourquoi les entreprises sont appel? Parce qu'il y a des constats, en fait, il y a une entreprise sur deux, en gros, qui a des enjeux d'upskilling et de reskilling sur l'année à partir de 2023. Upskilling, reskilling, et en fait, je risque de te reprendre sur tous les termes anglo-saxons, et c'est le problème de soft skill. Je pense que c'est aussi important de pouvoir juste donner une petite, de décrire en quelques mots ce que ça signifie. Oui, en fait, le upskilling, c'est comment je développe les compétences des salariés que j'ai en place, qu'elles soient
j'ai dit hard skills, soft skills, je vais encore parler des termes anglais, mais tu m'as compris. Savoir-être, c'est un peu réducteur, mais... Bien ça. Et le reskilling, c'est comment j'accompagne une transformation du manager ou de mes collaborateurs sur des nouveaux métiers qui sont nouveaux pour l'entreprise. C'est vraiment des changements de métier. Et quiet quitting? C'est le fait de venir au travail et d'en faire pas plus, pas moins que ce qu'on faisait. C'est le défaut d'engagement. The Great Resignation et en fait la démission silencieuse. Exactement. Je suis là, mais je m'en fous. Je le dis avec mes mots. Je fais juste mon job. Voilà, je fais juste mon job. Et alors le coaching digital là-dedans, dans cette guerre des talents, c'est ce que tu évoques là, c'est ça, 9 entreprises sur 10 prévoient d'augmenter leur investissement. Ouais, parce qu'en fait, pourquoi? Pour une raison simple, c'est que ces changements ils nécessitent forcément de muscler la partie managériale. Parce qu'en fait, si on veut retenir les talents, il faut leur donner un bon environnement de travail. Et les attentes en fait, des collaborateurs elles ont énormément évolué. On pourrait détailler, mais le rapport au travail a beaucoup changé. Et ce qu'on voit, c'est que le coaching est un bon moyen de faire par exemple. Ok, alors est-ce qu'il y a des indicateurs? Je crois que c'est sur la slide précédente. Ouais. Voilà. Et comment est-ce qu'on mesure je ne fais que lire le slide, pardon. Comment est-ce qu'on mesure le succès du coaching? Comment... de venir, tac, tac. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Alors écoutez, voilà, on a une petite coupure Internet. Ça fait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé, donc je m'en excuse. Toutes mes excuses, Boris. Je te posais la question de savoir quels étaient les indicateurs qui permettent de mesurer le succès du coaching. Désolé si tu peux reprendre. Je vais reprendre, je n'étais pas allé super loin, donc ça ne me demande pas trop d'efforts. Là, il y a un truc qui est intéressant de regarder, c'est qu'il y a une forme de paradigme. Il y a d'un côté comment les RH ont l'habitude de le mesurer. Et il y a en parallèle la notion des ROI qui est souvent un point qui est extrêmement demandé par les COMEX au moment de faire des décisions d'investissement. Je commence par la partie gauche, sur les indicateurs qui sont utilisés. Il y a un truc principal qui est la réalisation des objectifs. Donc en fait, notamment, quelle est la progression de la personne qui se fait accompagner entre le moment où on a démarré le parcours et la fin du parcours. Donc, vraiment, c'est la progression, il y a la satisfaction à l'égard du coach, il y a la capacité à apprendre et à s'inscrire dans des problématiques de changement de manière beaucoup plus véloce. Il y a l'implication aussi, donc c'est le rythme auquel je me fais coacher. Ça, c'est la manière dont les RH ont l'habitude de mesurer. Et donc, le truc assez positif, c'est que le digital, justement, est au service de ça. Donc ça, on peut le mesurer très facilement. C'est assez drôle de remarquer que le ROI n'arrive qu'en 11e position. C'est ce que je vois, hein. C'est comme ça qu'il faut lire 1, 2, 3, 4, 3 petits points, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. 10, 11. Le ROI. Et du coup, ça, pour moi, ça souligne une chose, c'est que la notion de ROI n'est pas encore totalement ancrée dans la manière de la fonction RH d'aborder ces sujets-là. À la fois parce que c'est difficile de mesurer, et surtout parce qu'il faut, à mon avis, encore reconnecter l'ensemble de la fonction RH. Ça me fait un peu mal de le dire, mais à ce que les dirigeants demandent. Il y a un défaut de connexion entre la manière de mesurer, d'évaluer l'intérêt, l'investissement dans le coaching digital des DRH et la manière en fait presque culturelle des CODIR ou des COMEX de piloter l'activité.
crois que. Est-ce que là, c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui, manifestement. Alors, encore une fois, de nouveau, toutes nos excuses. Manifestement, on a un peu d'instabilité sur. Bon. Ah, et ben voilà, nous voilà de nouveau. Donc, on a beau avoir une fibre dédiée, on subit manifestement quelques aléas. On vous parlait de transformation et de changement permanent, et donc on le subit aussi, nous aussi. Voilà, j'espère qu'on va réussir à avoir une pérennité et une continuité dans la connexion. Encore une fois, toutes mes excuses à vous. Je sais que ce n'est pas forcément très agréable de suivre comme ça, on dit de manière discontinue le propos. J'espère que normalement, on devrait être relativement stable pour la suite. Donc, on évoquait cette déconnexion entre la manière d'appréhender un certain nombre de sujets, de la fonction RH sur le coaching digital et, et auprès du quotidien. Ouais, enfin, oui, pardon. Et je le vois, en fait, comment je l'observe, c'est qu'aujourd'hui, quand on a des discussions avec des RH tous les jours, c'est qu'on doit encore encourager la fonction RH à mesurer les impacts. C'est-à-dire que ça fait rarement, en tout cas pas assez, partie des choses qui nous sont demandées. Donc nous, on encourage aussi, au-delà des sujets de satisfaction qu'on voit sur la partie gauche, à définir des KPI d'impact qui permettent de mesurer les ROI. Et ça, on se rend compte qu'il faut encore forcer un peu la démarche, parce que ça reste difficile aussi de savoir sur quoi s'appuyer. Il y a une question de Laurent, et c'est très bien, mais Laurent, je vais me permettre de la poser à Boris juste après le deuxième temps, qui est combien. Et justement, je vous invite tous, comme Laurent a émis une question. Alors, je vais citer la question comme ça peut peut-être entraîner d'autres questions. Et puis, ça peut te permettre d'y réfléchir, mais ça va être, il faut un sacré don d'ubiquité parce que je vais t'inviter à parler juste après. Laurent te pose la question suivante. N'est-ce pas aussi hasardeux de parler de ROI pour le coaching que pour la formation, où d'ailleurs on parle souvent de RO, de Return on Expectation, de retour sur attente. Bon, j'essaie de m'appliquer à moi-même le fait d'éviter quelques anglicismes, pour ne pas placer le résultat attendu là où il ne peut pas être. Excellente question, c'est l'objet. Donc, on va juste, n'hésitez pas à poser vos questions à Boris, il est là pour vous. En tout cas, quand une connexion est suffisamment stable, ça fait toujours bizarre de parler de coaching digital quand on a un problème de connexion. Mais on va se reconnecter et donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Et justement, on va attaquer tout de suite le deuxième temps qui est de dire mais combien en fait? Alors, ce ne sera pas forcément des éléments de réponse directs, Laurent, mais presque. Combien? Combien? Alors, combien? Avant de dire pourquoi combien, c'est important en fait? Avant de dire combien, je vais déjà un peu donner le contexte de comment on a obtenu ces résultats. Parce que ça, il mérite d'être un petit peu quand même précisé. Donc, déjà, on a fait appel à un organisme indépendant qui s'appelle Forrester, qui fait ça tous les jours. Voilà, et qui utilise une méthode qui est scientifique, hein, donc qui est très solide et qui est itérée de nombreuses fois sur plein de sujets de ROI. Il a été appliqué sur un certain nombre de clients qu'on a chez CoachHub pour tirer justement des sujets de ROI qui restent par nature très compliqués à définir. Sur la base des clients qui ont été interrogés, on a établi Forrester a établi un profil type qui donne une entreprise environ 25 000 salariés, 6 milliards de revenus, voilà, et qui a investi sur 3 années voilà, pour accompagner 250 managers, donc 50 la première année et 100 les 2 années suivantes. Le ROI. Le ROI net, il est de 3,17 millions. Et donc, ça, c'est la différence. Sur les 3 ans. Sur les 3 années, bien évidemment. Et donc, c'est la différence entre un investissement de 1,2 million, voilà,
Et nous revoilà décidément, c'est pas du comique de répétition. Encore une fois, chaque fois qu'il y aura une déconnexion, je continuerai à m'excuser parce que je sais que c'est vraiment désagréable. On était en train d'évoquer les 3 millions j'arrondis, de ROI et j'allais dire de résultats nets, en plus de 1,2 million, c'est ça, de coût du coaching. C'est ça. Donc 4 000. En fait, le résultat, c'est 4 millions 4, si je calcule bien. Ok. Le ROI brut, c'est 4 millions 4 et le ROI net, donc dégreffé du coût, c'est 3 millions 2. Ok. Voilà. Et en fait, avant de rentrer dans les détails, comment on obtient ça? En fait, il y a 3 grands générateurs de ROI. Il y a la partie, la rétention des salariés, voilà, une baisse de turnover. Il y a le gain de productivité et il y a le gain de temps pour le déploiement d'un point de vue RH. Plus de 95% de ce chiffre-là, c'est lié à la rétention des salariés. Quel chiffre? Le chiffre des 3 millions? Oui, 3 millions. D'accord. En fait, tu as 4 millions 2 sur les 4 millions 4, qui est directement issu de la baisse du turnover. D'accord. Et ce qu'on chiffre, c'est entre 3 à 5 points de baisse sur le turnover par rapport à la situation initiale. Et donc, pour le calcul, on n'a pris que 3 points. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, c'est entre 3 et 5, mais vous avez pris que 3. Ouais. Et en quoi le coaching digital améliore, parce que 3 points de 3% de rétention, c'est énorme, en fait, c'est considérable. En quoi le coaching digital améliore cette baisse du turnover ou cette amélioration de la rétention? Sur un point principal, on sait qu'une des raisons principales du départ des salariés, c'est lié à un problème de management. C'est 40%, je crois, des départs des entreprises. Et donc, la chose, c'est qu'en musclant la partie managériale sur la partie soft skills, donc sur les compétences managériales, le leadership, la capacité à développer une posture de manager as a coach, être autre chose qu'un relevé de compteur ou un expert d'une matière. Voilà, en fait, on obtient une meilleure adhésion des collaborateurs au management et du coup, les gens restent plus longtemps. Donc ça, c'est des résultats économiques de Forrester sur la partie coaching digital. Est-ce qu'il y a des résultats non économiques plus difficiles à objectiver? Oui, et tant mieux, clique. Ah, je clique. Il y en a. Et donc, les impacts non financiers du coaching, ils sont assez nombreux. Déjà, en fait, principalement l'amélioration du moral des collaborateurs. Et dans un monde où la santé mentale devient un sujet hyper important, et ben, c'est très bénéfique de voir qu'effectivement ça impacte ça. Comment? Simplement en s'intéressant directement aux salariés, pour un espace de discussion centré sur l'individu, justement pour partager leurs problématiques. Ça, c'est un premier point. L'autre impact c'est comment je donne aussi accès avec le digital à la plus grande communauté et à la plus grande expertise coaching partout dans le monde. C'est pas toujours évident de trouver un bon coach quand je suis basé dans la Creuse, ou quand je suis au fin fond du Japon ou au fin fond de l'Afrique du Sud. Là, on donne accès à une communauté de manière très facile qui parle ta langue et présente sur tes time zones. Et surtout, en fait, on renforce la capacité des managers et des collaborateurs à aborder le changement d'une manière générale. Donc ça, c'est des exemples concrets de comment on a un impact. Et c'est ce qu'a relevé aussi l'étude Forrester ou c'est... Ouais, d'accord, c'est aussi dans l'étude Forrester. Ouais. Donc on voit des bénéfices économiques, des bénéfices non financiers comme c'est stipulé ici. Pour sortir un petit peu de la présentation, toi, au quotidien, avec tous les DRH que tu rencontres, comment eux t'expriment justement le ROI du coaching? Quelles sont la nature de vos échanges en termes de bénéfices ou même d'inconvénients? Qu'est-ce qu'ils mettent en avant, eux? Alors, on voit bien que c'est une étude qui est solide, qui met ça en avant. Mais eux, comment est-ce qu'ils l'expriment? Quelle est leur expérience? Alors, pas du tout sur la partie ROI. C'est pour ça, justement, que cette étude a été sortie. Encore une fois, dans l'objectif de dire, c'est pas l'un ou l'autre. L'idée, c'est de comment on aide les RH à mesurer aussi bien la satisfaction de la personne et sa progression que la partie ROI. Donc, ça ne s'oppose pas, au contraire. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'ils nous disent les RH, c'est qu'ils voient la progression. En fait. Enfin, si tu veux, on passait avant, il y avait une peur du coaching, il y a une vigilance aussi, très compréhensible de la fonction RH autour du coaching, et qu'aujourd'hui, tous les NPS
qu'on a NPS. Net Promoter Score. Donc, on a une satisfaction de 4,8 sur 5, par exemple, aujourd'hui, dans sa relation au coach et à l'impact que ça. Et donc, ce qu'ils regardent, c'est ça, c'est à la fois l'impact sur la progression des soft skills, la rétention est un sujet qu'on arrive à mesurer de plus en plus. Donc, voilà, aujourd'hui, il y a une approche de moins en moins défensive. C'est ça la grosse évolution qu'on peut voir autour du. Toi, dans tes échanges avec les DRH, c'est qu'effectivement, ils sont plus, je veux dire, cette espèce de vigilance spontanée est moins là. Ouais. Parce qu'on l'entend avec des coachs certifiés, comme je le disais tout à l'heure, ça c'est un point important. Et il y a un autre truc, c'est qu'au-delà de comment le DRH l'approche, c'est l'impact que ça a sur les personnes qui sont accompagnées. Il n'y a pas de satisfaction RH, il n'y a pas de satisfaction de la personne qui suit le programme. Et moi, j'ai un moment qui m'a marqué là, sur les 2 dernières années. Tu peux nous le décrire, justement, parce que je parle d'expérience, pas autant que tu. Et je ne vais pas te parler de la mienne ou celle des salariés de coaching, parce qu'on le vit aussi nous tous les jours, parce qu'on est tous coachés. Mais moi, j'ai eu un moment marquant l'année dernière, en fin d'année dernière, on parlait avec Orange. Et en fait, on avait autour de la table toutes les personnes qui décident de comment on consomme le coaching digital chez Orange. Et ils nous ont fait la surprise, on ne le savait pas, de faire venir 2 personnes qui avaient été coachées par Coach Hub, Move One à l'époque, parce que effectivement, c'est la même maison désormais. Donc, on n'avait pas la main sur ce qu'ils allaient dire. Donc, c'était à la fois hyper excitant, mais c'est un peu casse-gueule, c'est une vraie expression. Et honnêtement, ils ont pris chacun la parole 10 minutes et ils ont parlé de. Des collaborateurs, des coachés. Des collaborateurs d'Orange qui avaient été eux coachés dans un parcours. Et honnêtement, ça a été 10 minutes chacun. Ils ont parlé de l'impact sur leur carrière, sur leur vie professionnelle, y compris à la maison, parce que la frontière entre vie perso et vie professionnelle, elle est souvent un peu mince. Et à titre perso, ça m'a vachement ému. Et en fait, une fois qu'ils ont fini de parler, je dis que j'avais plus rien à ajouter. En fait, j'avais rien à rajouter. Tout simplement, c'est eux qui avaient partagé le bénéfice que ça avait eu sur leur vie. Ouais, les meilleurs commerciaux sont souvent on espère en tout cas nos clients et puis en tout cas les utilisateurs les utilisateurs finaux de la solution, c'est ce que j'entends. Voilà. Donc effectivement, dans les bénéfices, je n'avais pas les bénéfices des salariés eux-mêmes, mais si les managers n'ont pas de bénéfices à la démarche, évidemment que les DRH n'en auront pas. Alors, c'est très bien parce que vous avez posé des questions. Anne te pose la question. Pouvez-vous nous donner des KPI concrets et mesures d'impact en entreprise, dont financiers, souvent le nerf de la guerre de décideurs stratégiques? Je crois que Boris vous en a fourni quelques-uns. Oui, mais j'en ai d'autres à donner si tu veux. Ah bah, vas-y. Si tu les connais de tête, parce que je sais que l'étude est très riche et très solide et très développée, donc c'est un peu compliqué à restituer. Oui, mais en fait, des KPI d'impact qu'on peut mesurer, je prends l'exemple, nous on accompagne beaucoup de sujets de leadership féminin, par exemple, et donc on accompagne des populations de femmes, enfin des promotions de femmes avec du coaching pour les aider à briser le plafond de verre, par exemple, et à se révéler en tant que leader. Et donc ce qu'on peut regarder, par exemple, un KPI d'impact qui est intéressant à suivre dans ces cas-là, c'est quelle est ma proportion de femmes qui, à l'issue du parcours, candidatent à des postes de responsabilité. On sait qu'avant de réussir, il faut déjà candidater et que les femmes ont besoin de sentir qu'elles cochent toutes les cases avant de postuler à un job, ce qui est moins le cas chez les hommes. Donc ça, on peut le mesurer. On peut mesurer aussi la progression de l'accès aux femmes à ces postes à responsabilité. Donc ça, c'est par exemple 2 KPI d'impact. En fait, il faut toujours réfléchir à qu'est-ce que je peux mesurer facilement avec de la data qui sort de mon SIRH ou avec d'autres sujets, centrés sur l'enjeu que je souhaite accompagner. Et donc, voilà, si c'était. C'est un peu. Ça va être très prosaïque ma question. Est-ce que c'est un presse-bouton dans la solution? En fait, d'accord. Non, parce qu'en fait, c'est connecté au SIRH. Donc, en fait, ça c'est des choses que nous, on pousse à mesurer. Mais si la fonction RH d'entreprise ne réfléchit pas à qu'est-ce qu'elle peut mesurer, où est-ce qu'elle a acheté la data, ça ne marche pas. Vous savez que ma question était un peu con. Non, mais elle est importante à préciser. Il n'y a pas de bon thermomètre, en fait, ça dépend de ce qu'on va chercher. Mais généralement, la data existe. Oui. Voilà, Anne, je sais pas si ça répond à votre question, n'hésitez pas à interagir. Et donc, je reviens sur la question de Laurent qui te dit, mais est-ce que ce n'est pas un peu hasardeux, au même titre que dans le domaine de la formation, de parler de ROI, sachant qu'en règle générale, on parle plutôt effectivement de ROE. Hasardeux, je ne sais pas. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas opposer. Le but là, de l'étude, c'est pas de dire que finalement toute la partie qu'on voyait à gauche là, sur l'impact du coaching, mais qui est non chiffré, il est pas important. L'idée, c'est de dire que pour aider la fonction RH
à se poser les bonnes questions et à réussir à convaincre les COMEX de s'investir dans ce type de démarche. Il faut avoir une approche sur la partie sur la satisfaction et sur l'impact sur le collaborateur, et l'autre côté sur l'impact économique, puisque c'est, encore une fois, on ne prend pas de bonnes décisions business si elle n'est pas centrée sur des enjeux financiers. Donc, je crois plutôt à la complémentarité plutôt qu'à vouloir opposer la finance à l'impact. Oui, coaching ou formation, ROI plus ROE. Je le traduis en équation comme ça. Et si j'ai bien compris le propos depuis le départ, en fait, y compris quand tu as parlé de Coach Hub, en fait, bientôt, on se posera la question du RONI et pas du ROI, c'est du Return on Invest. C'est-à-dire que combien ça coûte financièrement de ne pas y aller sur le coaching digital, qui sera une pratique standard. Si j'ai bien, je suis un peu dans la prospective, mais si on fait x100 dans 10 ans, ça risque de faire x10 chaque année, pour être très rapide. Sylvain te pose la question suivante. Pourriez-vous partager des arguments clés qui fonctionnent auprès des décideurs? Les arguments clés qui fonctionnent auprès des décideurs. Je viens de vous en évoquer un, pardon. Je viens de vous en évoquer un. Si vous n'y allez pas, vous risquez la sortie de route. J'entends que ce n'est pas forcément hyper probant et factuel, mais il y a un moment, si on ne se transforme pas, si on ne prend pas le virage de la modernité, de faire écho au monde, ben, on n'est plus là. Tu as raison, en fait, c'est souvent important de mettre en avant le risque à ne pas faire. Et c'est quelque chose qu'on dit souvent avec les DRH qu'on rencontre. Si vous n'y allez pas, voilà ce qui va se passer. Et c'est la responsabilité de chacun de se poser de ce qu'on peut faire. Les autres arguments qui fonctionnent avec les décideurs, il y en a un qui est assez simple, c'est qu'en fait, pourquoi tous les top dirigeants des structures, qu'elles soient, sont accompagnés par du coaching depuis 40 ans, parce que ça les aide dans leur fonction au quotidien. Donc si ça marche sur les grands dirigeants, pourquoi ça ne marcherait pas sur les managers, les directeurs ou les contributeurs individuels? Ce sont les mêmes coachs Alors, ça peut être les mêmes coachs. On différencie toujours le coaching de l'executive coaching. Donc, on a par exemple les deux types de prestations possibles. Mais voilà, ça c'est un bon argument. C'est si ça marche avec vous, pourquoi ça ne marcherait pas sur les autres? Effectivement. Plus l'argument économique précédent. On y reviendra peut-être. Ah, Nassim. Ah non, c'est Nassim qui posait la question. Pourquoi j'ai dit pourriez-vous partager des arguments clés qui fonctionnent auprès des décideurs? Ah, pardon, j'ai confondu la question de Nassim et la question de Sylvain. Alors, c'était Nassim qui posait la question pourriez-vous partager des arguments clés? Et Sylvain, bonjour, quel lien pouvez-vous faire entre le ROI d'un coaching et les bénéfices du coaching sur les questions liées à la RSE? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, pour être honnête, Thomas. ROI, coaching. Eh bien, moi non plus. Si Sylvain, vous pouvez préciser votre question. Peut-être que la notion de RSE est justement dans la question que je viens d'ouvrir dans les champs d'application, le fait de s'acculturer à cette thématique. On va le voir, on poursuit un petit peu le propos et j'espère qu'on pourra répondre à votre question, Sylvain. Mais n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Donc, quels sont les champs d'application du coaching, un peu plus opérationnellement, je dirais presque? Oui. Avant de parler des enjeux d'application, je voudrais juste faire je ne vais pas faire un cours d'histoire là, je vais aller assez vite, mais c'est déjà sur les changements d'usage. C'est-à-dire qu'années 80, années 2000, approche du coaching plutôt défensive. En gros, si tu me coaches, c'est parce que je suis en écart à la performance et que tu vas me virer, en gros. Donc, culture assez défensive. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus d'entreprises s'engagent dans le développement d'une culture du coaching. Et donc, comment je fais en sorte d'investir sur mes people, sur mes collaborateurs, pour faire en sorte que les équipes et l'organisation grandissent dans son ensemble. Donc, changement assez important. Moi, je le compare souvent à notre évolution aussi d'usage sur la consommation de du coaching sportif. Il y a 20 ans, 30 ans, on faisait du sport soit pour être musclé, soit pour éviter de prendre trop de poids. Voilà. Aujourd'hui, on le fait pour être à la plage. Voilà. Aujourd'hui, on le fait pour être en bonne santé. Et en fait, c'est un peu pareil. C'était préventif, curatif. Enfin, c'était curatif auparavant. Aujourd'hui, c'est plutôt préventif et dans une logique positive de comment je m'améliore en tant qu'être humain, en tant que leader, etc. Donc, c'est assez comparable. Et du coup, d'ailleurs, les modalités d'achat sont en train d'évoluer de la même manière. C'est que tu allais à la salle et en fait, tu n'avais pas de résultat parce que c'était dur de te motiver tout seul, etc. Puis au cours collectif. Et aujourd'hui, il y a des parcours hyper individualisés qui sont centrés sur toi et tes besoins, avec quand même quelqu'un qui est là pour participer à ton développement et toute la pression ne repose pas uniquement sur toi. Voilà, oui, effectivement, il y a aussi une hybridation digitale assez forte des solutions, que ce soit sur l'appli ou sur
Ok, donc on est vraiment dans une culture du coaching grandissons ensemble. Juste pour revenir sur les champs d'application, est-ce que tu peux nous en... Là, je vois qu'il y en a 6 grands domaines. Est-ce que tu peux les balayer rapidement? Ouais, je vais aller assez vite, mais effectivement, j'en ai parlé en préambule, c'est pour accompagner différents sujets de transformation. Si on les applique aux ressources humaines, principalement, on va parler d'accompagnement du changement, changement quel qu'il soit, ça peut être tout ce qui est montée en compétences, on parlait tout à l'heure d'upskilling et de reskilling, ça peut être aussi des fusions-acquisitions. Il y a un deuxième point qui est autour du développement des talents et des leaders, ça c'est un énorme sujet pour nous. Transformation managériale, et notamment un des sujets, c'est comment on a passé tout le monde en remote, puis en hybride aujourd'hui dans les organisations. Carrière mobilité, point très important. Diversité, inclusion et bien évidemment bien-être et résilience. Voilà, c'est les 10 grands enjeux qu'on accompagne. Alors, si on pouvait prendre un exemple, attends, je vais essayer. En fait, souvent quand on fait le diagnostic de marque employeur, on tombe sur une évaluation. On évalue le management, c'est ceux qui font vivre la marque employeur au quotidien. On voit que le management est un rouage essentiel, évident, du bon fonctionnement et de la bonne dynamique de transformation. Souvent, on voit qu'on a fait monter des bons ingénieurs, des bons commerciaux, des bons techniciens en manager, et puis ils sont un peu pas super en termes de manager. Alors, je ne jette pas les pierres, on ne les a pas forcément accompagnés. Est-ce que je vois, si c'est ça, accompagnement à la prise de position, c'est ça, les primo-accédants au management. Est-ce que tu peux développer le coaching digital sur cette thématique, par exemple? Ouais, alors, prise de poste, ça peut être primo manager, ou ça peut être aussi, je passe de manager à manager de manager. Donc, ça peut être plusieurs choses. Et effectivement, ça, c'est un point super important. Créer les conditions de la réussite d'une prise de poste. Et là, je crois beaucoup, par exemple, au multimodal, le fait qu'il faut que la partie formation pure sur les fondamentaux du management s'accompagne d'une prise de conscience de ce qu'est le leadership, comment on réussit ses 100 premiers jours. Et donc là, par exemple, on accompagne dans beaucoup d'entreprises, je pense à Française des Jeux, par FDJ par exemple, je pense à beaucoup d'entités du Crédit Agricole et ce sont de grandes banques aussi qui promeuvent régulièrement des directeurs d'agence qui sont amenés à manager pour la première fois. Là, il y a un énorme sujet de comment on aide à centrer le parcours du collaborateur sur les 2-3 axes de développement qui ont été définis au démarrage et lui permettre de se sentir plus à l'aise et plus légitime dans son job. Parce qu'il y a souvent un sujet sur la légitimité. Et ces parcours de prise de position, enfin de prise de poste, en fait, ils s'échelonnent sur combien de temps, en fait? C'est quoi la durée? Ça dépend, mais aujourd'hui, la norme veut que ce soit plutôt des parcours de 6 mois. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que pour pouvoir ancrer des changements de posture dans la durée, c'est plutôt des parcours de 6 mois. Mais on se rend compte aussi qu'avec des parcours de 3 mois, un peu plus courts, un peu plus denses, on peut quand même, si tu veux, accompagner la prise de poste comme une situation managériale. Et donc, 3 mois, déjà, c'est un bon premier jet pour des jeunes managers. L'escalier du management se monte marche par marche, 3 mois, 3 mois. Allez, encore un exemple juste sur la diversité et inclusion, parce que tous les sujets qui sont ici nous tiennent à cœur, mais en fait, effectivement, sur la notion d'inclusion, et le passage d'ailleurs de la notion de diversité à la notion d'inclusion, les entreprises communiquent beaucoup, elles en font un peu moins, nous semble-t-il, malheureusement, pour plein de raisons, notamment leur aversion pour le risque. Qu'est-ce que le coaching digital, qu'est-ce que vous proposez là, en termes de champ d'application? Je l'ai un peu survolé tout à l'heure, mais oui. En fait, la diversité et l'inclusion, ça peut être plein de sujets. Aujourd'hui, les sujets prégnants qu'on voit, c'est le leadership féminin, d'une part, sujet très en vogue et sur lesquels les entreprises commencent à réagir, alors un peu poussé par la loi Rixin aussi pour les grandes entreprises, mais le sujet est vraiment très en vogue. Il y a des sujets aussi de comment j'intègre le handicap dans mon organisation. Il y a bien sûr les sujets LGBTQ+. Et un sujet, par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, c'est le leadership féminin. On accompagne par exemple Vinci Construction, une entité assez masculine dans ses métiers et son organisation, à comment on aide justement les femmes à révéler leur leadership et à briser le plafond de verre, mais également on peut travailler sur comment on aide le management, qu'il soit masculin ou féminin, au-dessus, à créer une culture plus inclusive, voilà, pour sortir des rôles modèles qui sont parfois assez masculinisés, même chez les femmes. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut accompagner, par exemple, avec le coaching. Ok, on voit que là, il y a 20 champs d'application, si je calcule bien. Oui, c'est ça, 20 champs d'application. Donc, il faudrait faire 2 webinaires rien que pour décliner, avoir des exemples plus opérationnels sur le sujet. Nassim te pose la question suivante.
Avec vos mots, donc les tiens, comment diriez-vous que le coaching améliore la performance de l'entreprise? Idem pour le bien-être. Je pense que je vais essayer de réutiliser les mêmes mots que tout à l'heure. Je pense qu'en fait, être coaché, c'est la capacité à se poser des questions de comment je deviens meilleur en tant que leader dans une organisation, mais aussi en tant qu'être humain. Et à partir de là, ça veut dire que si je suis plus au fait de comment je fais attention à mon propre développement, je vais aussi être naturellement plus ouvert, plus précis dans ma manière d'accompagner les personnes qui travaillent pour moi. Et donc ça, c'est un formidable aspirateur, si tu veux, à compétences et à performance, parce que je crée un environnement beaucoup plus épanoui, beaucoup plus communicant, et ça drive vraiment de la performance dans les entreprises. Et je crois aussi beaucoup à tout, au-delà du coaching individuel, le coaching de collectif ou de groupe. On parle beaucoup de co-développement, on parle beaucoup de méthodologies comme ça, et de leur impact justement sur la performance collective pour s'assurer que la somme des individualités qui progressent crée un effet ruissellement très fort sur les organisations. Donc, voilà, je suis désolé, Nassim, si c'est pas hyper précis, mais en fait, c'est comment, en progressant sur 2-3 sujets de leadership, si tout le monde progresse sur 2-3 sujets et passe d'une note de 5 sur 10 à 9 sur 10, l'impact sur l'organisation il est assez fort. Le progrès de l'entreprise par le progrès du management. Et des collaborateurs. Et des collaborateurs, oui, bien sûr, pardon. Voilà, Nassim, j'espère que ça vous convient. Merci beaucoup, Boris, pour ces échanges. On termine souvent les webinaires RH par un coup de com' et un coup de cœur. Donc, c'est pas souvent, toujours. Donc, quel est ton coup de com' et quel est ton coup de cœur? Mon coup de com', il est pour CoachHub. On a le plaisir d'organiser le 8 novembre prochain un grand sommet CoachHub. On va compter environ 150 grands acteurs de la fonction RH. Voilà, donc il y aura des prises de parole et le sujet, c'est comment on réconcilie justement l'organisation avec l'individu. Donc, sujet qu'on a largement On peut s'inscrire sur votre site web? Bien évidemment. Ok, le 8 novembre. Le 8 novembre, voilà, et ça sera au pavillon Le Doyen. Voilà. L'entreprise reconnectée. Voilà. Je ne sais pas si c'est ça. Venez nombreux, ça c'est ça mon coup de com'. Mon coup de com' et le coup de cœur? Mon coup de cœur, il est alors un truc pas très fréquent chez moi, c'est les podcasts, parce que j'en écoute pas beaucoup, parce que j'aime beaucoup trop la musique. Mais j'ai un podcast qui m'a particulièrement fait vibrer. Moi, je suis un grand passionné des numéros 2, tu sais, des gens qui sont un peu dans l'ombre, qui font fonctionner les boîtes. Et un podcast génial qui s'appelle Lieutenant, qui est fait par un mec super en plus, qui s'appelle Younes Elgarty, qui parle des premiers salariés qui ont agi dans l'ombre de fondeurs de boîtes et de l'impact qu'ils ont eu et comment ils ont réussi à faire ces formidables entreprises. Voilà, hyper passionnant. Le lieutenant, ça porte bien son nom. Ouais. En tout cas, on va aller voir de ce pas ce podcast. Merci beaucoup, Boris. Merci à toutes et tous de votre patience pendant ce webinaire un petit peu décousu dans sa phase introductive. Je m'en excuse encore, on va regarder ça avec les équipes RH de plus près. Merci infiniment. En fait, ça s'est pas entendu que tu étais malade. Je t'en appelais. Tu étais bien présent. Merci. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 6 octobre prochain à 11h. J'aurai le plaisir de recevoir Estelle Taverna, qui est Product Manager Paye et RH de Talentia, sur un sujet assez proche, en fait, à la fois très éloigné et assez proche, c'est quels sont les bons indicateurs RH à suivre, pourquoi et comment. On reste dans le ROI, on reste dans le ROE, me semble-t-il. En tout cas, on reste dans cette volonté de créer une dynamique de cohérence et de congruence pour la fonction RH et plus largement pour l'entreprise et pour la société. Merci encore, Boris. Merci à toutes et à tous. Et surtout, portez-vous bien.